Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce quatrième webinaire sur l'approche tenant compte des traumatismes et de la violence en dépendance et en itinérance. Nous sommes maintenant dans le dernier de nos 4 webinaires où nous allons aller un peu plus en détail sur la mise en œuvre sur le plan personnel. Donc, vous voyez ici nos conférencières pour la journée. Je suis la docteure Marie-Ève Goyer, je suis la directrice scientifique de l'ESCODI. J'ai la chance d'être avec Sarah Bell, qui est notre consultante externe à l'ESCODI, travailleuse sociale. Merci Sarah d'être là. Et nous allons aussi avoir Mélodie Talbot qui va intervenir de façon virtuelle et qui, je le crois, est présente avec nous. Merci Mélodie, qui est une organisatrice communautaire et qui est une personne détentrice d'un savoir expérientiel. Elle travaille à l'AQP Sud, l'Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogue. Merci beaucoup, Mélo, d'être là. Nous n'avons pas d'intérêt, de conflit d'intérêt. Nous avons beaucoup d'intérêt, mais pas de conflit. Voici le guide. Vous pouvez scanner le code QR, on va vous le remettre à la fin, duquel sont tirés tous les éléments dont on va vous parler aujourd'hui. Et euh, à la page suivante, beaucoup des choses dont on va discuter aussi sont tirées de ce merveilleux article de Vicki Reynolds, si vous avez la chance d'aller le voir. Donc, The Zone of Fabulousness. C'est aussi un leaflet en bon français et plusieurs des choses ont été traduites ou du moins tirées des travaux de Vicki Reynolds. Alors, juste un petit rappel, si vous voulez voir nos autres webinaires, ils sont en ligne sur notre site web. On est allé vraiment progressivement d'une intro vers la mise en œuvre dans notre pratique professionnelle, dans l'organisation des services et aujourd'hui, on est vraiment sur le plan personnel, le nôtre et celui de la personne desservie. C'est une autre façon de vous le dire pour qu'on soit conscient que l'approche tenant compte des traumatismes et de la violence, que je dirais sous le petit nom affectueux d'ATTV à partir de maintenant, est une approche qui peut se décliner dans plusieurs sphères de notre travail, dans notre organisation, dans notre équipe, dans votre pratique, mais aussi vous envers vous-même. Et c'est ça qu'on va vouloir regarder un peu plus en détail aujourd'hui. Alors, je vous rappelle les objectifs. Comme à chacun de nos webinaires, on va revenir sur les principes de base pour celles et ceux qui sont ici pour la première fois, pour avoir un langage commun. On va approfondir les principaux domaines de développement et bien sûr passer la majorité du webinaire sur les grands principes au niveau individuel pour nous, les personnes qui travaillent auprès des personnes en situation d'itinérance et qui consomment des substances, mais aussi tout ce qu'on va dire sera directement utilisable par les personnes concernées aussi, et on va essayer de faire le lien là, constamment durant la présentation. Alors, vous avez le plan de la présentation. Aujourd'hui, on va faire une brève introduction qui est en cours. On va vous rappeler des concepts importants et le gros de la présentation sera divisé donc en 3 grands blocs. Comment on prend soin de soi comme intervenant et de nos personnes accompagnées, comment on prend soin des professionnels en équipe, entre équipes, et comment plus largement on prend soin de nous dans nos institutions et même dans la société dans laquelle on travaille. Petit mandat simple. Comme à chacun de nos présentations, on voulait vous faire un trigger warning, donc un traumavertissement, la traduction française. Encore plus spécifiquement aujourd'hui parce qu'on est dans des sujets pas simples. On va parler de trauma vicariant, de deuil, de fatigue professionnelle, personnelle, de détresse morale, des fois dans ce qu'on voit dans notre quotidien. Donc, on souhaitait quand même juste vous dire de faire attention à vous, de faire ce qui est bon pour vous durant ce webinaire-là. Et si jamais il y a des choses qu'on dit qui sont dérangeantes pour vous,
premièrement, ce n'est vraiment pas notre intention et on s'en excuse à l'avance, mais n'hésitez pas à nous en faire part s'il y a des choses qu'on a dites qui auraient pu vous heurter ou quoi que ce soit. Donc, on souhaite avoir un espace agréable et sécuritaire pour tout le monde. Je te passe la parole, Sarah. Vas-y, merci Marie-Ève. Alors du coup, je sais que c'est peut-être un peu tannant pour certains et certaines d'entre vous parce qu'on va reprendre les mêmes prochains slides qu'on a déjà vus plusieurs fois, en tout cas pour celles et ceux qui ont été avec nous dans les différents webinaires, mais on a quand même besoin de juste prendre 5 minutes pour poser les bases rapidement. Donc, quand on revient justement sur qu'est-ce que c'est la TTV, cette approche tenant compte des traumatismes et de la violence, ce qu'on voulait vous rappeler, c'est que on parle vraiment de quelque chose au niveau d'une méthode, d'une approche, mais on n'est pas dans quelque chose d'un outil où on applique de la même façon partout. On parle plutôt d'une boussole, en fait. Donc, chaque guide, donc les guides que nous, on a consultés pour faire notre guide à TTV, mais aussi le nôtre, en fait, ça peut être un point de repère, ça peut être une source d'inspiration, mais comme chaque contexte est différent, c'est aussi important que tout le monde s'approprie en fait un petit peu de la philosophie et cherche ses propres outils pour le mettre en place. Vous allez le voir aujourd'hui qu'on va vous présenter beaucoup d'outils, mais il y a un certain et qui vont sûrement pas vous parler, pas être intéressants dans votre contexte. Donc, on vous encourage aussi d'alimenter ça par vos propres idées. On revient à la définition de ce que c'est un traumatisme. C'est une petite piqûre de rappel, même pour les gens qui ont été là les autres fois. Donc, quand on parle d'un traumatisme, on parle toujours de quelque chose qui comporte trois éléments. Donc, on parle d'un événement ou des événements. On parle aussi d'une réaction ou des réactions et aussi des conséquences, des effets sur le corps et le bien-être des personnes. C'est ce qu'on appelle dans le guide les trois E. On voit beaucoup ça parler. Donc, c'est vraiment ces trois E qui sont l'événement, l'expérience et les effets. Quand on parle de l'événement, donc on est vraiment dans cette idée d'un événement qui nous expose à une situation qui est stressante, qui comporte une menace ou une atteinte, que ça soit physique ou psychologique. Euh, Après, par contre, c'est par l'expérience individuelle de l'événement qu'on va plutôt pouvoir déterminer si l'événement était un traumatisme ou pas. C'est vrai qu'un événement peut être vécu comme traumatisant par une personne et peut-être pas par une autre, en fait. Donc, c'est l'expérience qui va aussi nous montrer, est-ce que c'est une expérience qui fait appel à des questionnements profonds du type pourquoi moi, à des sentiments de honte, de culpabilité? Est-ce que c'est un événement qui où il y a eu un différentiel de pouvoir, en fait, où il y a une personne ou un événement qui a mis son pouvoir sur une autre? C'est toutes des choses qui vont jouer dans le fait qu'un événement puisse être considéré comme traumatique. Et finalement, on a tout ce qui est les effets dommageables. Donc, c'est vrai que là, on est vraiment sur cette dernière composante du traumatisme. C'est des effets qui peuvent survenir tout de suite après l'événement ou peut-être apparaître même beaucoup plus tard. Ils peuvent être de plus ou moins longue durée. Et puis, c'est vrai que ces différents effets, que ça soit psychologique, physique, émotionnel, ils sont pas forcément, c'est pas toujours facile pour les personnes de faire le lien entre les effets qu'elle est en train de vivre et effectivement cet événement traumatisant. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, parce que alors là, on va très vite dans ces concepts qui sont quand même fondamentaux. C'est quand même très important de comprendre. Mais vraiment, je vous encourage de retourner dans le chapitre 2 du guide ou aussi de regarder le webinaire qu'on a fait dans le mois de juin. On a vraiment pu prendre du temps pour aller sur ces différents concepts et sur les différents effets aussi de ces traumatismes. On parle aussi de la violence dans la TTV. Donc, c'est vrai que dans la TTV, on va aussi inviter les professionnels de porter un regard non seulement sur les traumatismes que les personnes ont pu avoir vécus par le passé, mais aussi sur des violences qui peuvent être en cours actuellement dans la vie d'une personne. On va prendre en compte aussi que les personnes qu'on rencontre vivent très souvent des violences systémiques, en fait, et puis même au sein des institutions, des organismes, on travaille. Là, on vous a mis cette roue de des privilèges pour justement rappeler l'importance de l'intersectionnalité sur le fait qu'on puisse identifier et faire avec le fait qu'il y a un cumul des oppressions chez les personnes qu'on rencontre et puis justement des violences systémiques comme le racisme, les inégalités liées au genre et à la pauvreté. Et tout ça, c'est à prendre en compte quand on réfléchit à la TTV.
Encore très rapidement, je vais aller sur ces 4 principes de la TTV. Donc, on a tout ce qui est sensibiliser le personnel, les personnes qui utilisent les services au traumatisme. C'est pour ça que je vous encourage d'aller voir la chapitre 2 si c'est pas fait. Assurer la sécurité émotionnelle et physique des personnes, créer des espaces de collaboration et d'autonomie décisionnelle et construire et s'appuyer sur les forces et la résilience des personnes. Donc, c'est vraiment ces 4 principes qui vont servir de boussole dans toutes les différentes actions qui sont mises en place pour la TTV et vous allez les retrouver tout au long de la présentation d'aujourd'hui aussi. Puis Voilà. juste dire, avant de me lancer dans le traumatisme vicarien, juste porter votre attention sur le fait que au point 2 qui a été présenté par Sarah, assurer la sécurité, il y a aussi assurer la sécurité des gens qui donnent les interventions, chose dont on n'entend pas beaucoup parler. Donc, vous, que vous vous sentiez bien et en sécurité dans ce que vous faites, incluant la sécurité psychologique. Et donc, à cet égard, on voulait aussi, là, dans les définitions qui sont importantes à savoir, parler de ce que c'est le traumatisme vicariant, qui est quand même pas quelque chose de simple. Et avant de me rendre au traumatisme vicariant, je voudrais quand même vous parler d'empathie et de compassion pour que vous compreniez bien. Hem, L'empathie, c'est la capacité de sentir l'émotion de l'autre. Si vous êtes en intervention, vous avez probablement cette faculté-là et peut-être plus de capteurs que la moyenne des ours au niveau de votre capacité de sentir ce que l'autre vit. C'est comme si on se mettait, là, je fais une analogie, en vibration, au même niveau, et ça résonne en nous. L'enjeu avec ce super don-là, qui vous permet vraiment de bien comprendre ce que l'autre est en train de vivre, c'est que si on raisonne toute la journée à la même fréquence de complexité, lourdeur, trauma de nos patients, on peut vraiment devenir fatigué. La fatigue d'empathie, c'est une forme d'épuisement professionnel qui vient en sorte, qui fait en sorte qu'on devient fatigué de raisonner dans des émotions hyper lourdes et difficiles. Et on peut devenir tellement fatigué qu'on est épuisé, donc on peut tomber en burn-out. Donc l'épuisement professionnel peut venir entre autres de la fatigue d'empathie, mais ça peut venir aussi de la détresse morale, qui est quelque chose de très fréquent dans notre travail, où on est comme toujours en conflit de valeurs. Exemple, devoir retourner quelqu'un en fin de journée à la fermeture de la clinique à moins 40, dormir dehors et puis devoir nous s'en retourner chez nous. Donc, on est toujours ou devoir dire à quelqu'un, mais il n'y a plus de place aujourd'hui dans mon centre d'hébergement. Donc, retourne à la rue, fait moins 40. Donc, ça nous met dans des tensions morales et je pense qu'il faut quand même le souligner parce que on est dans un travail qui nous met spécifiquement face à ce constat-là. Et donc, le traumatisme vicariant s'installe un peu dans tous ces concepts-là quand vous raisonnez empathiquement avec quelqu'un qui vous raconte des choses aussi difficiles que ce que notre clientèle vit. Cette vibration-là peut vous abîmer vous aussi, peut vous créer vous aussi des traumatismes. Et même si on ne l'a pas vécu, et on est tous très conscients qu'en toute humilité, nos situations professionnelles sont très loin d'être la vie que nos patients vivent, mais quand même, reconnaissons que des fois, entendre des histoires d'horreur à répétition, cette horreur-là, elle peut aussi nous atteindre, nous, et donc, de façon vicariante, induire un traumatisme un peu sur la même mécanique que si on avait vécu nous-mêmes ce traumatisme-là, surtout quand tout ça est fait de façon répétée. Et à la prochaine diapo, il y a un guide canadien sur le traumatisme vicariant qui parle entre autres du traumatisme vicariant comme le fait de se faire infecter bon, c'est un mot médical, me direz-vous, mais se faire infecter par l'impuissance qu'a vécu l'autre. Donc, nos patients sont face à tellement d'impuissance, tellement d'injustice que ça devient que ça s'imprègne en nous aussi quand on est minimalement sensible à tout ça, évidemment, là, comme on l'est tous. Et, mais il y a aussi un beau côté du travail avec ces personnes-là. Le traumatisme vicariant a son ballant ou son autre côté de la médaille qui est la résilience dont Sarah va parler dans une seconde. Et pour faire le pont, on voulait vous lire cette citation-là, donc du Guide canadien.
Quand on travaille avec ces gens-là, on enlève ces lunettes roses et la réalité devient plus claire, plus nette. Le brouillard se dissipe et le monde se dévoile, à la fois dans toute sa beauté et dans toute son horreur. Donc, le volet horreur, c'est le traumatisme vicariant, mais le volet aussi de toute la richesse de comment on voit nos patients, je m'excuse de ma déformation professionnelle, je dis tout le temps patients, de nos personnes se relever, rester debout, réagir à tout ça, à toute cette lourdeur-là et être encore là, ça nous montre aussi toute la beauté et la force de l'être humain. Et puis c'est vrai que, comme elle dit Marie-Ève, ben, ça nous porte à ce thème qui est super important dans la discussion qu'on va avoir, ce thème de la résilience en fait. C'est vrai que je trouve que ces temps, on entend beaucoup parler de traumatisme, beaucoup parler de traumatisme vicarien aussi dans nos métiers, et des conséquences en fait négatives du travail avec les personnes qui sont touchées par les violences et les traumatismes. Mais je trouve que c'est malheureux qu'on n'entend pas assez qu'il peut avoir des effets très positifs aussi de travailler avec les personnes en difficulté, en situation de précarité, qu'on peut aussi développer différentes formes de résilience par notre travail. Moi, je sais pas vous, mais moi, c'est quelque chose, après toutes ces années de pratique, je trouve, qui me marque toujours à quel point toutes les personnes que j'ai eu tellement de chance de rencontrer dans mon parcours professionnel m'ont complètement changé. En fait, c'est aussi des personnes qui m'ont appris énormément de choses, justement, sur la résilience. Et ça montre à quel point cette relation qu'on peut avoir avec les personnes qu'on accompagne, qui est ancrée dans la confiance, la sécurité, dans l'appréciation des forces de l'autre, bah, elle peut être bénéfique non seulement pour les personnes, mais aussi pour nous. Donc, c'est quoi la résilience? De manière très, très générale, il y a des super livres là-dessus, vous pouvez aller découvrir tout plein de théories là-dessus, mais on dit vraiment que la résilience, c'est une capacité de résister, de rebondir face aux défis de la vie. Elle va se développer dans tout un processus dynamique qui va favoriser le fait qu'on s'adapte de manière positive, même dans des contextes d'adversité. Il y a une des grandes contributrices à l'étude de la résilience, Anne Mastan, qui parlait de la résilience comme une magie ordinaire. En fait, une magie ordinaire parce que la résilience, c'est pas exceptionnel, en fait. C'est un système d'adaptation humain. Par contre, même si c'est pas exceptionnel, on sait qu'il y a des conditions qui vont favoriser son développement, qui vont faire en sorte que les personnes avec qui on travaille vont pouvoir justement augmenter leur résilience dans la vie et aussi en fait que nous, dans notre travail, il y a des manières de travailler sur le développement de cette résilience, de mettre en place les bonnes conditions pour qu'elle puisse émerger. Euh, donc, si on pense par exemple à des stratégies, des choses qui vont faire augmenter cette résilience, bah, la résilience vicarien, c'est vraiment effectivement tout ce qui peut être positif en fait chez moi, en fait, d'être en face et d'être témoin de la résilience des personnes que j'accompagne, en fait, que c'est comme si cette résilience m'infecte aussi, si je reprends le mot de Marie-Ève d'avant. Mais ça se fait pas tout seul. Ça veut aussi dire que cette résilience vicarienne va se développer quand je suis dans des relations de reconnaissance positive et mutuelle avec les personnes qui sont accompagnées. Quand j'ai développé un petit peu des compétences systémiques qui me font prendre conscience de mes propres limites, mes propres privilèges, mes propres oppressions. Et quand je vais plutôt essayer de me concentrer sur la résilience et la progression des personnes que j'accompagne, au lieu d'être tout le temps sur leurs échecs, leurs difficultés ou leurs déficits. C'est la même chose avec la résilience morale, hein. On a vu la détresse morale, c'est vraiment ce problème justement de se sentir à porte-à-faux entre nos actions et nos valeurs. Ben, ça veut dire que pour développer de la résilience morale, on doit aussi agir là. On doit identifier les défis éthiques, on doit les nommer, on doit les voir en fait. Et on doit essayer justement de mettre en place des choses pour agir de mieux possible en lien avec nos valeurs. On doit aussi faire preuve de solidarité, des alliés, des personnes. On va en parler tout au long aussi de ce webinaire, de l'importance de cet élément-là de solidarité. Et aussi être prêt à défendre aussi ses propres valeurs. Juste le fait de défendre ses valeurs, déjà, ça construit la résilience morale. Et finalement, si on pense à la résilience d'empathie, donc c'est effectivement ce que Marie-Ève disait avant, hein, si on est dans trop de vibrer avec les autres, bah en fait, ça peut nous épuiser. Donc, pour
augmenter cette résilience qu'on peut avoir d'empathie, ben là, ça veut dire aussi qu'on va intégrer des choses, on va voir par la suite des choses qui sont joyeuses, qui sont légers dans notre quotidien, qu'on va maintenir le contact avec notre corps, notre émotion, qu'on va essayer de prendre, de réfléchir et de prendre des moments pour être en contact avec nos pensées, nos idées, nos émotions. Donc, c'est toutes des choses. Alors, je vous donne des petits exemples, il y en a d'autres dans le guide. Mais c'est plutôt pour vous ramener à l'idée que la résilience, elle vient pas comme ça. En tout cas, pas pour tout le monde. Ça veut dire qu'on doit aussi le travailler. Et beaucoup de choses qu'on va voir dans ce webinaire sont justement des outils pour renforcer la résilience dans notre travail. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'on peut le tourner positivement. Souvent, on parle de prévenir le trauma vicarien, de prévenir le burn-out. Ben, on peut aussi plutôt dire, mais comment est-ce qu'on peut accentuer la résilience? Parce qu'en fait, c'est ça vraiment qu'on recherche, en fait, de rester dans cette posture-là. Et pour ceux et celles qui ont suivi les différents webinaires, peut-être pour conclure un petit peu ce moment d'introduction, en fait, ce qu'on pensait important, c'est de quand même juste relever certains des concepts qui ont traversé vraiment ces différents webinaires que vous allez trouver, en fait, un petit peu sur tous les différents niveaux. Donc, comme on disait avant, cette auto-observation, cette conscience de soi-même, son corps, ses émotions, qui est un outil incontournable pour nous et pour les personnes qu'on accompagne. L'importance de ce positionnement d'allié, en fait, qu'on est là en solidarité et qu'on va aussi se concentrer sur les forces et la résilience des personnes qu'on accompagne. Je trouve que c'est toujours bon de se le rappeler aussi, qu'est-ce qui est bon pour nous est souvent très bon pour les autres. Donc, comment est-ce que, pour les personnes qu'on accompagne, comment est-ce qu'on peut partager les outils, en fait, autour de la TTV? Et aussi ce danger de mettre toute la responsabilité sur les individus, que ce soit les personnes qu'on accompagne ou nous-mêmes en tant que professionnels dans nos domaines. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de traumatisme vicarien, mais on parle rarement qu'en fait, souvent, c'est les structures, en fait, dans lesquelles on travaille, que ce soit les systèmes autour de nous, qui peuvent être ceux qui sont les plus endommageables, en fait, et puis pas forcément que la relation avec l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va regarder tout au long de ce webinaire aujourd'hui. Donc, allons-y tranquillement. Fin de l'intro, on rentre dans le cœur de la bête et comme vous allez voir, on fera donc trois divisions. Comment on peut appliquer la TTV pour soi, nous l'intervenant ou nous la personne accompagnée, pour notre équipe et de façon plus globale dans notre institution, dans notre société. Donc, commençons par nous-mêmes. Une des premières choses qu'on peut faire pour prendre soin de soi, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait ici, en bon français. Euh, Pourquoi vous faites ce métier-là? Qu'est-ce qui vous nourrit? Si on n'est pas conscient de ce qui nous nourrit, nous amène de la joie, de l'énergie, du sens dans notre vie, ça va être difficile de se rendre compte quand ces choses-là ne sont plus là. Et donc, je vous pose la question et je vous invite à répondre dans le chat. Pourquoi faites-vous ce métier? Qu'est-ce qui vous nourrit dans ce métier-là? Pourquoi vous l'avez choisi? Pourquoi vous l'aimez? Et je serais curieuse de vous entendre dans le chat. Et un peu pour faire du pouce donc sur ce que Sarah disait, l'idée aussi, c'est un des outils préventifs les plus forts, c'est d'être conscient, de ne pas être sur le pilote automatique en train de travailler, faire du débit, voir des gens. Bon, c'est pas toujours possible, me direz-vous, mais quand même, de prendre des moments pour se déconnecter, s'auto-observer. Et donc, la première question qu'on peut se poser de façon régulière, c'est est-ce que je suis en train d'être nourrie en ce moment ou je suis en train vraiment de me vider? Et on fera plusieurs choses et on vous montrera plusieurs outils pour se renourrir ou faire attention à soi quand on a l'impression qu'on est juste en train de donner, donner et que l'énergie sort par l'extérieur et qu'elle ne rentre pas. Et donc, je lis quelques exemples et je vous invite à regarder l'effet sur vous quand je vous lis les exemples. Alors, quand je peux avoir un impact positif concret, le sentiment d'utilité, la possibilité de rencontrer l'autre dans l'authenticité, dans sa vérité, dans sa vulnérabilité, la rencontre de l'autre, le contact humain, me sentir vraiment utile, aider les autres, m'aider moi-même, avoir l'impression de faire une petite différence,
l'amélioration de la vie d'autrui, accompagner les gens dans la reprise de pouvoir, être un soutien dans les moments difficiles, etc., etc. Donc, merci. Merci pour ces beaux partages. Puis, voyez-vous juste l'effet de prendre un moment pour parler ensemble de pourquoi on aime notre métier, puis pourquoi on fait ça. Juste ça, souvent, c'est nourrissant. Donc, première étape de bien savoir si on est sur, si on reçoit et qu'est-ce qui nous nourrit et comment on peut mettre de plus en plus de cette nourriture-là ou s'assurer de préserver ces zones de nourriture-là dans notre vie. Deuxième étape, c'est un concept, c'est là où on est vraiment dans les concepts tirés de Vicki Reynolds. En anglais, ça sonne un peu mieux. The Fabulousness Zone. Vous pourrez nous challenger sur notre traduction française. Là, on est en amélioration continue. Euh, à quel endroit êtes-vous dans votre zone fabuleuse dans l'intervention? Donc ici, on est en train de d'amener votre conscience dans quand je suis dans mon intervention avec une personne, est-ce que je suis centrée? Est-ce que je suis sur mon X? Est-ce que je suis fabuleux? Qu'est-ce qu'on veut dire par fabuleux? Et puis, Sarah, tu me compléteras. Euh, c'est un choix d'utiliser ce mot-là, puis de mettre un petit peu là, des confettis, puis du bling-bling, parce qu'on on quitte un peu la rationalité, puis le volet un peu drabe pour dire à quel endroit vous êtes vraiment dans votre génie de votre personne, de pourquoi vous faites ce métier-là, et vous êtes en train d'apporter votre pleine personnalité dans l'intervention avec toutes vos qualités, tout votre art, tout ce qui vous anime euh, dans la relation thérapeutique. Vous voyez aussi, donc, un peu comme synonyme de zone fabuleuse, il y a quand est-ce que vous vous sentez connecté à l'autre? Plusieurs d'entre vous avaient dit dans le chat qu'une des choses qui vous nourrissait, c'était la connexion. Êtes-vous connecté à l'autre? Et qu'est-ce que ça va vous prendre pour être connecté à la personne devant vous qui, des fois, est une personne qui a besoin qu'on s'avance vraiment beaucoup vers elle pour qu'elle puisse se connecter. On va se le dire, on a des personnes qui ont eu beaucoup de traumas relationnels et qui ne se connectent pas facilement. Donc, quelle sera la juste proximité à laquelle vous allez devoir vous avancer pour créer une connexion qui est dans une zone juste? Et vous voyez qu'on n'a sciemment pas utilisé la distance thérapeutique. Et là, il y a plusieurs corps professionnels ici aujourd'hui, mais en tout cas, je peux vous dire que moi, en médecine, tout ce qu'on m'a enseigné, c'est la distance thérapeutique. Et c'est un postulat très clair qu'on veut faire ici, de ne pas parler de distance, mais de parler de juste proximité. À la prochaine diapo, là, elle est très chargée, donc restez avec moi. Ce qu'on veut vous montrer aussi, c'est les dangers de quitter cette zone-là où on est connecté, on est dans notre juste intervention, dans notre juste proximité pour soit se distancer vers la gauche, donc prendre de plus en plus de distance, se sentir de plus en plus déconnecté du patient, désinvesti, un peu dans le cynisme, la négativité. Ici, c'est comme ça, je fais mes tâches, je punch in, je punch out, je m'en retourne chez nous. Donc, il y a une espèce de désinvestissement dans le bout gauche du dessin. Puis, je porte à votre attention le bout droit du dessin où on n'est plus dans la juste proximité, on est quasiment dans l'hyper-proximité, dans la fusion, dans vouloir sauver le patient, l'héroïsme, le sauveur, prendre le patient sur nos épaules. Et encore là, on vous montre tout ça un peu pour que votre cerveau repère et photographie ce graphique-là pour que vous puissiez régulièrement dans l'intervention vous demander où je suis. Est-ce que je suis en train un peu d'être tellement tanné de ce patient-là, tellement impuissant par rapport à ce patient-là qui progresse pas, qui fait aucune de mes interventions, qui met tout en échec, que je suis en train de me reculer puis de dire, ben tant pis, il viendra me voir quand il sera prêt, ce patient-là. Ou est-ce qu'avec ce patient-là, j'en fais plus qu'avec les autres, il est surinvesti. Si on regardait tout mon caseload, ce patient-là, je
Je suis allée le chercher en outreach, j'ai fait des heures de plus et j'ai fait donc de vous repérer tranquillement dans ces pôles-là. Évidemment, on n'est pas toujours dans les extrêmes, mais entre notre zone fabuleuse puis les pôles, il y a des zones où on glisse tranquillement sans toujours se voir aller. Et encore une fois, si on s'auto-observe de plus en plus, on peut se voir glisser. Qu'est-ce qui arrive, vous, dans votre tête, dans qu'est-ce que vous pensez du patient, dans qu'est-ce que vous sentez quand le patient arrive dans votre bureau ou quand vous le voyez, dans vos attitudes par rapport à cette personne-là ou dans vos actions quand vous êtes en train de glisser. Donc, pour vous donner un cas de figure, ben, un patient chez qui on est en train de se déconnecter, souvent on va penser, ben, il ne veut pas s'aider, ce patient-là, il met tout en échec, on a tout fait pour ce patient-là, et on commence à sentir des émotions un peu d'aversion, de ça ne nous tente pas tant de le voir. On commence à être peut-être moins chaleureux, moins investi, avoir peut-être même une attitude non verbale de fermeture avec cette personne. Parenthèse pour vous dire que je vous dis certainement pas ça pour vous faire sentir coupable, bien au contraire. Je vous dis ça pour on apprenne collectivement à se repérer et pour se dire qu'est-ce qui est en train de se passer, de quoi j'ai besoin de prendre soin pour revenir dans ma zone fabuleuse. C'est important aussi de dire que la zone fabuleuse, c'est pas une zone de résultat. Puis Sarah, je te passerai la parole dans une seconde où je pense qu'il faut qu'on se dise collectivement qu'on est dans une société où on est habitué à être évalué sur les résultats. Donc, ce patient-là, fait-il des progrès? Est-il abstinent? Est-il retourné en logement? On est habitué de regarder des marqueurs de résultats. Puis c'est pas de ça dont on parle ici du tout. On est dans un marqueur de posture. Comment je me sens avec cette personne-là? Comment j'interviens? Est-ce que je suis en train de me polariser? Et on a, je pense, si tu cliques, Sarah, le fameux triangle de Karpman, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est une autre façon de dire la même chose pour que vous voyez le lien. Souvent, dans les interactions très difficiles, les personnes la relation avec la personne va nous polariser dans des coins du triangle. Donc, si vous regardez bien en haut à droite, avec certaines personnes, on va être plutôt dans un rôle de sauveur, de surinvestissement, comme on le disait, donc à droite de notre graphique de zone fabuleuse. Euh, D'autres personnes vont nous faire sentir plus comme victimes. Donc, il n'y a rien qui marche. Je me sens que toutes mes interventions ne fonctionnent pas. Je me sens impuissant dans cette relation-là. Tout est saboté. Je me sens pas bien. Et typiquement, quand on est dans le bas du triangle où on se sent comme une victime, souvent inconsciemment, on va balancer dans le rôle du persécuteur. Donc, on va vouloir rejeter la personne. Elle ne veut pas s'aider, elle ne fait rien, elle n'est pas motivée. Ça devrait tout être des petits drapeaux rouges quand on entend ça, il est en train de se passer quelque chose dans la dynamique relationnelle qui nous écarte de notre zone fabuleuse. Et encore une fois, je répète, euh, c'est pas pour que vous vous sentiez mal que je vous dis ça, ça arrive tout le temps. C'est hyper fréquent, mais c'est surtout pour qu'on puisse collectivement repérer ces choses-là de plus en plus rapidement et se ramener par plein de choses qu'on va vous montrer dans les prochaines diapos vers notre zone fabuleuse. Je vais peut-être ajouter, puis je m'excuse si je me répète parce que j'ai manqué un petit bout de ce que Marie-Ève elle disait, c'est aussi dans ces zones fabuleuses où on se protège le mieux du traumatisme vicarien. Donc, c'est pas que pour être bonne dans notre travail de tous les jours, mais c'est aussi l'endroit où on sent qu'on est le plus protégé, en fait, qu'on est en train de développer cette résilience qu'on parlait avant. L'autre chose qu'on voulait vous mentionner, qu'on a déjà discuté dans d'autres des webinaires, mais qui ici est encore plus utile pour vous-même et pour la personne, c'est que quand on est en train de quitter notre zone fabuleuse, que ce soit la personne qui quitte sa zone fabuleuse ou vous-même dans l'intervention, souvent on peut s'attraper
dans ce que ça va déclencher chez nous par rapport à où est-ce qu'on est dans notre activation émotionnelle. Et le concept de la fenêtre de tolérance est très utile pour ça. Un, pour vous-même savoir où est-ce que vous êtes dans votre journée. Vous pouvez l'utiliser au travail, avec votre conjoint, vos conjointes, avec vos adolescents. C'est très utile à tous les moments. Mais c'est aussi un concept d'intervention super utile avec la personne pour qu'elle puisse développer de plus en plus la conscience d'elle-même. Qu'est-ce qui me déclenche? Qu'est-ce qui fait que je deviens tellement activée que je dois consommer pour me réguler ou déconnecter complètement ou que je donne un coup de poing à la personne en face de moi parce que je suis plus capable de me réguler. Donc, ce sont des outils d'intervention pour vous et pour les personnes. Au centre, vous avez cette zone-là où, dans le meilleur des mondes, c'est là que la personne devrait être et que vous devriez être quand vous faites de l'intervention. C'est une zone d'équilibre où il y a de la sécurité. On est bien, il y a de l'espace, on peut recevoir, on peut tolérer ce qui est dit et on peut même être ouvert à peut-être entendre une autre façon de penser. Euh, donc, pensez quand vous vous chicanez là, avec votre conjoint, votre conjointe ou vos amis, comment vient un moment où cette zone-là, elle n'est plus là. On n'est plus réceptif, on est suractivé et ce n'est pas le moment de continuer quand on est sorti de la zone d'équilibre. C'est le moment d'utiliser des outils de régulation pour revenir. Donc, si on ne repère pas qu'on est sorti de la zone, on peut continuer des interventions et peut-être même des fois être délétère pour la personne. C'est assez facile de se repérer ou de repérer quand la personne se suractive. Quand on se suractive, ça déclenche beaucoup d'anxiété, agitation, colère, hostilité. Donc, c'est le mode fight or flight. On veut soit se battre ou on veut s'enfuir, ne pas rester dans la situation, grand inconfort. On est dans le mode sympathique du système nerveux. Et la plupart des interventions qu'on connaît, par exemple de respiration, de grounding, de compter, de regarder l'environnement, sont des interventions qui marchent très facilement pour revenir vers le bas. Petite parenthèse aussi pour dire qu'il y a des choses très payantes pour vous qui marchent dans cette zone-là quand votre personne en face de vous est dysrégulée vers le haut. C'est le ton de la voix et le ralentissement de la voix. Donc, une voix douce, chaleureuse, calme, le silence, des pauses, ça a un effet très apaisant pour le système nerveux. L'autre chose qui est important de dire, c'est que quand une des personnes en face de vous se dysrégule vers le haut, la première chose que vous avez à faire, c'est de vous assurer que vous restez régulé. Parce que la dysrégulation amène la dysrégulation. Pensez, quand les personnes deviennent fâchées, la colère monte, la tension monte, comment on a tendance à embarquer vers la dysrégulation vers le haut. Donc, l'idée ici, c'est d'en être conscient, de faire ce qu'il faut pour rester nous régulés et souvent, notre propre régulation va aider la personne à revenir dans la zone de confort. En bas, c'est plus difficile. On a beaucoup ça en itinérance puis en dépendance de la sous-activation émotionnelle des personnes comme s'ils étaient un peu coupés de leurs émotions, quasiment dissociés. On se rend compte que c'est comme si on n'avait pas de grip sur la personne. Donc, les gens dans la fenêtre de sous-activation sont comme un peu gelés, un peu freeze, là, donc vraiment dissociés, comme un peu indifférents, apathiques. C'est plus difficile d'intervenir avec des personnes dans cette zone-là. Je porte à votre attention aussi que on fait souvent ça, nous. On n'a pas bien le choix à force de travailler avec des clientèles très, très difficiles de, à un moment donné, dissocier.
Donc, je peux vous dire, moi, par exemple, quand on m'annonce un décès d'un de mes patients en plein milieu de ma journée de travail, si j'ai pas cette capacité-là de dissocier, ça devient difficile de continuer ma journée. Donc, ça peut être une qualité, mais encore faut-il savoir comment travailler avec. Et donc, dans cette zone-là de sous-activation, on va être un petit peu plus dans des interventions dynamisantes, faire des blagues, changer de sujet, ramener de l'énergie dans la relation pour que la personne revienne un petit peu plus en contact avec nous quand c'est possible. Alors, c'est vrai que on parle aussi de comment est-ce qu'on... donc là, on a vu aussi cette fenêtre de tolérance, mais il faut quand même avoir ce côté de se dire, mais ça a l'air simple, mais comment est-ce qu'on peut gérer en fait ces effets en fait du traumatisme vicarien? En anglais, on parle du ABC de la gestion du traumatisme vicarien. Alors, ça marche moins bien en français, ça fait CEC, mais on peut quand même le garder un petit peu en tête. C'est déjà les côtés d'être conscience. Donc, on parlait de conscience, d'être en contact avec ses émotions, avec ses limites, avec ses ressources, de vraiment pouvoir écouter tout ce qui se passe dans le corps et toutes les informations que le corps nous donne. Ça rejoint ce qu'elle disait dans le zone de fabulousness, c'est quelles sont mes émotions, qu'est-ce que je me sens dans ces situations. Donc, d'avoir cette conscience sur soi. Après, il y a l'équilibre. Ça veut dire aussi comment est-ce qu'on maintient ces équilibres en fait entre les différentes choses. Là, on parle surtout du travail, les loisirs, le repos. C'est vrai que des fois, quand je suis en train de glisser un petit peu vers une zone qui est pas très bon, c'est aussi là où je vais avoir de la peine à dormir, où je vais avoir de la peine à prendre du temps pour moi. Donc, c'est veiller toujours à cet équilibre. Et finalement, on parle de connexion. Et ça, c'est aussi, on rejoint cette idée de zone de connexion, c'est que c'est important de se connecter à soi, mais aussi se connecter aux autres, d'être en lien avec les autres, que ça soit les personnes qu'on accompagne, que ça soit nos collègues, d'avoir justement cette possibilité de rompre un certain isolement qui peut se mettre en place, et puis aussi de profiter, de nourrir de l'espoir et de nous nourrir aussi de la résilience dans nos pratiques. C'est vrai que la TTV, on l'a déjà vu dans d'autres webinaires, encourage les personnes qui ont vécu des traumatismes justement de trouver des manières de s'ancrer, mais comme elle disait bien Marie-Ève avant, nous aussi, il faut qu'on trouve des manières de s'ancrer, de rester ancré, en fait, de trouver des outils, en fait, de prendre soin de nous. Euh, et puis, comme on disait au tout début, tout le monde n'est pas pareil, hein. Donc, il y a des choses qui marcheraient pour une personne et pas pour d'autres. Là, on vous a mis des idées et on en a plein d'autres qu'on vous partagera aussi à la suite du webinaire. Ça veut dire que tout le monde doit trouver ses propres outils, mais quand même ne pas oublier que ces auto-soins sont vraiment quelque chose qu'on met en place de manière réfléchie, en fait, pour réduire le stress, pour améliorer la santé et le bien-être des personnes. Donc, de nous-mêmes déjà. Mais c'est des choses qu'on peut partager. Et je trouve que c'est vraiment toujours bien de se le rappeler, en fait. C'est que quand je trouve une manière de prendre soin de moi qui fonctionne bien, c'est aussi des choses qu'on peut faire dans des moments de tension, des exercices de respiration, même quand je suis en intervention. Aller faire une balade avec quelqu'un, aller partager nos outils, nos bons plans, en fait, avec les personnes qu'on accompagne. Mais c'est vraiment de ne pas oublier ce côté-là, de prendre soin de soi et de le faire de manière consciente. Je mets par contre juste un mini bémol sur ce côté des auto-soins. Moi, je pense que c'est super qu'on y pense et qu'on les met en place dans notre pratique, mais c'est aussi quelque chose dont on en a beaucoup parlé ces temps, et c'est aussi qu'on se concentre uniquement que sur le fait que les professionnels qui travaillent dans nos domaines doivent prendre soin d'eux, doivent faire des massages, doivent faire des balades, doivent faire plein de choses. On est aussi en train de réduire le problème à un problème individuel. Comme si c'est moi, en tant que professionnel, qui dois en plus trouver des séances de ci, des séances de ça, des moments pour faire du sport et d'autres. Alors, c'est pas pour enlever de l'utilité des auto-soins, c'est très important, mais ça suffit pas en soi. C'est pas une solution magique non plus, et c'est pour ça que plus tard aussi, dans ce webinaire, on va regarder comment est-ce qu'on entretient ce bien-être dans nos équipes et aussi dans nos institutions, parce que ça doit être l'affaire de tout le monde. C'est pas qu'un problème individuel, le traumatisme vicarien, et on peut pas avoir des solutions uniquement individuelles non plus.
Alors là, je vais passer la parole à ma co-animatrice pour qu'elle elle vous partage un petit peu une de ses appréciations justement sur ce thème. Dans nos ateliers, que ce soit en présentiel, en ligne, en organisme, tout ça, nommer nos limites, faire attention à notre changement. Oups, qu'est-ce- je joue vraiment des tours, je suis désolée. Dans nos ateliers, que ce soit en présentiel, en ligne, en organisme, tout ça, nommer nos limites, faire attention à notre charge mentale. On peut aussi partager la charge mentale avec soit, mettons, dans ce cas-ci, ma co-animation. Euh, Puis utiliser le groupe de soutien. Je suis dans un groupe de soutien, donc si j'ai besoin de parler, ça peut être aussi une façon de me faire du bien. Puis prendre soin de mon propre deuil. Ça peut être avec un petit de la création de musique, l'art. Quand j'ai créé le guide sur le deuil, guide d'accompagnement sur le deuil, ben, je l'utilise. J'ai créé un guide d'une quarantaine de pages avec des activités qu'on peut faire en lien là, avec le deuil, surtout par surdose, mais le guide marche pour tout le monde. Et voilà, des fois, je l'utilise. Et je trouve il est super ce petit moment parce qu'on voit, le clip il dure 1 minute, hein, mais je pense qu'elle en a sorti 15 ou 20 idées de comment on peut prendre soin de soi, en fait. Et puis c'est vraiment ça qu'on essaie de montrer, c'est qu'il y a plein de manières. Il y a aussi beaucoup de ressources, on a de la chance, on est aussi dans un monde où on s'intéresse, en fait, à prendre soin de soi. Donc allez chercher aussi toutes ces ressources et trouver les ressources qui vous conviennent. L'autre chose qu'on peut faire au niveau individuel, là, on est vraiment aussi sur cette idée de prendre soin de soi, hein, c'est tout mettre en place ce qui est en lien avec l'autocompassion. Euh, L'autocompassion, c'est quoi? C'est reconnaître en fait que la souffrance, l'échec, l'imperfection, ça fait partie. Ça fait partie d'être humain, ça fait partie de l'expérience d'être humain. Et ça, c'est le cas pour tout le monde, pour les personnes avec qui je travaille, mais aussi pour moi-même. Donc, ça veut dire que on doit réussir à prendre cette compassion qu'on utilise hein, dans notre travail. Et puis, je pense que vous êtes tous et toutes des personnes qui ont sûrement beaucoup de compassion à donner dans votre travail, mais aussi l'utiliser pour soi-même, pour pouvoir reconnaître les moments difficiles, de pouvoir aussi accepter quand des fois on se laisse submerger peut-être par des moments où les pensées, les émotions sont négatives, qu'on arrive à identifier ces moments, puis d'être un peu gentil avec soi-même. Ça paraît simple à dire. C'est pas si simple que ça. On est dans un monde qui est axé sur la performance, sur l'autocritique. On est tout le temps en train de vouloir être parfait. Donc, de pouvoir accepter ce mouvement d'autocompassion, c'est pas toujours simple, mais c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien et qui va aussi prévenir au niveau des traumatismes vicariens. Sarah, si je peux juste faire du pouce sur ce que tu viens de dire pour quand même qu'on prenne une seconde pour réfléchir à quel point on est bon pour développer plein de compassion pour les personnes qui sont en soins avec nous et des fois être vraiment très tolérant et à permettre aux personnes d'aller à leur rythme, de, de, de faire du back and forth et à quel point on ne fait pas ça, mais pas du tout pour nous-mêmes. Et j'aime vraiment bien cette phrase-là qu'on a mis. Vous l'essayerez et vous allez voir à quel point des fois ça rentre pas pantoute de quand vous vous sentez pas bien, pour n'importe quelle raison, de vous poser la question, de vous dire, c'est vraiment difficile en ce moment, euh, de quoi ai-je besoin? Comment puis-je me réconforter et prendre soin de moi? Puis vous observerez comment ça rentre pas au poste la majorité du temps. C'est vraiment quelque chose qu'on est super bon pour projeter sur les autres. Puis quand on essaie de retourner vers soi, ça fait comme... et ça, c'est un facteur, comme Sarah l'a dit, protecteur très important. Donc, je vous souhaite plein de douceur envers vous-même. Totalement.
Et puis justement, ben, à ce niveau-là, si on pense aux auto-soins, si on pense à tout ce qui est en lien avec l'autocompassion, qui sont vraiment des facteurs de résilience importantes, hein, et puis vraiment des choses qui vont vraiment aider à prévenir contre le traumatisme vicarien, on vous a mis quand même quelques idées de guides pour aller plus loin, pour aller chercher à développer un petit peu ces côtés-là. Donc vraiment, on vous encourage, si c'est quelque chose que vous avez envie de travailler ou mettre en place un peu plus chez vous, ben, d'aller voir ces guides ou d'autres, hein, ou d'autres choses que vous trouvez qui paraissent utiles et les partager avec vos collègues aussi. C'est des choses que je pense qu'il faut partager au maximum. Et puis justement, je parle de partager avec ses collègues, ben, parce que prendre soin de soi dans notre travail, ça veut aussi dire prendre soin de nous, prendre soin de notre équipe, entre nos équipes, dans nos métiers, dans nos professions. Et puis, prendre soin aussi d'une manière de faire alliance, en fait, dans ces métiers qui sont pas toujours faciles. Je pense, pour faire court, je dirais, c'est un peu prendre soin collectivement. Donc, pas juste moi qui prends soin de moi, mais moi qui endosse aussi un bout de responsabilité de qu'on prend soin de nous au niveau plus collectif, en fait. Ça peut être au quotidien, mais ça peut aussi être dans des moments de deuil, comme elle parlait justement dans la vidéo d'avant, ou dans des événements traumatisants. Ben, c'est quand même quelque chose qui est très important pour prévenir le traumatisme vicarien, c'est se prendre soin de nous dans nos équipes. Encore une fois, vous voyez, on continue à mettre le petit drapeau comme ça, de dire attention qu'on ramène pas tout à l'individuel. On aime beaucoup cette citation justement encore de Vicky Reynolds qui vient de cet article justement qu'elle a écrit sur comment est-ce qu'on résiste face au traumatisme vicarien, mais en utilisant cette solidarité en fait, puis cette soin collectif. Elle nous rappelle effectivement que bah, quand on voit des personnes dans nos équipes ou dans nos organisations qui commencent à glisser, en fait, qui commencent à se sentir pas bien, à se déconnecter ou être en fusion, bah, en fait, si on fait rien non plus, bah, son postulat aussi, c'est de dire, mais en fait, il y a un bout qu'on passe sous silence, en fait, ce qui est en train de se passer, et puis on les laisse tomber, nos collègues. Et puis, c'est aussi là où on voulait revenir au fait que, bah, si on pense à la zone fabuleuse, on ne peut pas y rester tout seul. On a besoin des autres pour y rester et on a besoin aussi de prendre responsabilité de ça pour pouvoir aider les autres à rester là aussi. Ça implique quand même un grand engagement puis un certain courage, hein. Puis on n'est pas du tout, disons, insensible à ça. Aller au-delà d'une responsabilité individuelle sur les bonnes pratiques et puis penser un soin, prendre soin collectif en fait, ou une responsabilité collective pour mettre en action nos valeurs de solidarité, de justice sociale. Euh, Ça veut dire aussi que je suis prête en fait des fois à jouer un peu un rôle. Moi, je pensais l'autre jour, c'est un peu un rôle de garde-fou, mais bienveillant et solidaire en fait. Donc, qui va aussi contribuer à qu'on met en question, on remet en question nos pratiques, qu'on questionne aussi si on voit qu'il y a des pratiques qui peuvent être traumatisantes, maltraitantes ou même violentes pour les personnes qui viennent dans nos services. Qu'on va essayer de faire en sorte que on reste tous ensemble dans cet endroit, cette zone fabuleuse au milieu. Et puis que pour ça, ça veut dire que moi, je sois être prête d'accepter un certain nombre de critiques constructives de ma manière de faire et aussi d'en donner aux autres, en fait. Ça veut dire que je dois être prête aussi à réfléchir comment est-ce que j'épaule mes collègues, en fait. Pas juste en les écoutant, parce que ça, c'est vrai que c'est une manière, des fois, on a l'impression qu'on épaule au mieux nos collègues après quelque chose où ils vivent un moment difficile en écoutant de manière bienveillante, mais aussi, des fois, il faut peut-être un peu de confrontation. Il faut qu'on arrive aussi à ramener, à encourager les personnes à revenir dans cette zone fabuleuse. Ça veut dire que on parle de critique, hein, mais on veut vraiment être très très clair là-dedans. Les critiques, quand on parle de critiques, c'est des critiques qui sont constructives, c'est des manières qu'on se met ensemble, qu'on se tient les coudes, puis on essaie tous et toutes de rester dans une zone où on a des bonnes pratiques en fait. Donc ça veut dire que je dois trouver aussi des manières de pouvoir rentrer, donner mon avis à mes collègues,
peut-être les rendre attentifs ou attentives quand je vois qu'il y a quelque chose qui a l'air de déraper pour eux et aussi être prêt de mon côté aussi d'entendre quand ces choses arrivent pour moi. Euh, Encore, comme j'ai dit, on sait que c'est pas toujours facile. Je pense que d'ailleurs, en tout cas dans le travail social, je sais pas vous, dans les métiers peut-être plus médicalisés, je pense qu'on a du travail à faire pour arriver là, pour qu'on soit pas en compétition, on soit pas dans une critique négative, mais qu'on peut vraiment être solidaire et en train de réfléchir notre pratique ensemble et pouvoir se remettre en question. Euh, mais en tout cas, c'est quelque chose, je pense qu'il faut qu'on se penche là-dessus pour trouver ce soin collectif. En tout cas, si vous avez des idées, je vous encourage à les mettre dans le chat aussi parce que je pense qu'il y a peut-être des équipes qui ont déjà trouvé aussi des manières d'aborder ces questions-là, de pouvoir faire des retours constructifs dans les équipes pour qu'on avance ensemble de manière positive. Mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose de très important aussi dans cette prévention des traumatismes vicariens. Ben moi, Sarah, cette diapo-là, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup déstabilisée parce que, en tout cas, c'est pas quelque chose que j'ai vu beaucoup dans ma pratique, des moments où l'équipe va, je vais dire ça, là, ça va mal sortir, vous allez comprendre, va te remettre à ta place. L'équipe, le pouvoir, la force bienveillante de l'équipe va te montrer quand tu es en train de glisser de ta zone. Et on a plutôt tendance à faire ce qui est en bas, donc en parler en ragot entre nous au lieu de dire, d'avoir le courage d'aller dire à la personne, tu sais, avec ce patient-là, tu commences vraiment à être déconnecté, à être fâché, t'es plus fabuleux, t'es plus fabuleuse. Ou tu sais, avec ce patient-là, t'en beurres triple crème comparativement aux autres. Qu'est-ce qui se passe en toi de différent? Et ça demande tellement de doigté, de délicatesse parce que c'est sûr que ça peut blesser. Mais comme tu dis, c'était la première fois avec Vicky Reynolds que je le voyais aussi clairement dit. Si on laisse un individu se polariser dans les coins du graphique, qu'on le sait, qu'on en est conscient et qu'on ne réagit pas, c'est comme si on laisse quelqu'un se dévitaliser puis on le regarde s'en aller vers un épuisement professionnel. Donc, comment on peut jouer un rôle protecteur comme équipe? Je pose la même question que toi. S'il y a des gens qui ont des idées, puis on aura dans la période de questions des commentaires sur comment vous avez réussi à faire ça. On est preneur parce que ça me semble être demander vraiment beaucoup de doigté. Puis après, ben, l'autre chose dont on voulait parler avec vous, c'est plus largement comment on fait face à la noirceur dans notre travail. On a volontairement gardé le mot noirceur, qui est une traduction de darkness, pour parler du fait qu'on travaille dans des contextes complexes et lourds. Et un des exemples qu'on pourrait vous donner, qui est celui dans lequel Mélodie, qui intervient là, avec nous, travaille beaucoup, c'est le fait qu'on est beaucoup confronté au deuil dans notre pratique. Nos personnes accompagnées meurent et sont surreprésentées, que ce soit en dépendance et en itinérance au niveau des décès, de la diminution de l'espérance de vie. Puis juste pour vous donner cet exemple-là, quand on parlait du webinaire, quand on le préparait, on se disait, c'est quand même fou, tu sais. Il y a des personnes, moi, que j'ai suivies pendant 20 ans, puis quand elles meurent, ben, si c'était ma mère qui est décédée, là, on m'aurait pas dit ça au milieu de ma journée. On aurait attendu un moment que je sois disponible. On se serait attendu à ce que je réagisse très fortement au décès de ma mère, puis on m'aurait sûrement donné quelques jours pour que je m'en remette. Et on aurait fait une cérémonie pour que je puisse laisser aller, vivre mon deuil. Ben, j'ai des gens que je suis puis que j'aime depuis 20 ans qui meurent à tous les jours et on reçoit ces décès-là en plein milieu de la journée. On se sent un peu mal à l'aise de les vivre parce que c'est pas nous. euh, on ne veut pas enlever, prendre sur nous toute la complexité de la situation dans laquelle les personnes qu'on suit vivent. Puis après ça, ben, on continue sans avoir tant d'endroits pour témoigner ou vivre ces deuils-là. Et c'est un exemple deuil parmi tant d'autres de la complexité avec laquelle on travaille, mais c'était juste pour vous le démontrer. Donc, ça pose la question comment on se protège, donc de là le bouclier, un peu de la résistance plus douce, comment on se protège comme équipe, qu'est-ce qu'on met en place comme équipe pour rester aligné, rester dans notre énergie. Mais on a mis l'épée aussi.
comment à un moment donné on dit, hey, là, ça se peut pas qu'on soit dans ce contexte-là, ça se peut pas que nos personnes décèdent autant, et comment même on va activement essayer de se protéger de façon plus féroce, défendre les droits, euh, essayer de transformer les choses. Et donc, j'aimerais vous poser comme question dans le chat à la prochaine diapo, en m'étouffant. Euh, vous, dans votre pratique, dans votre équipe, qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous soutenir mutuellement? Rencontres, événements, rituels, activités. Euh, comment dans une équipe on peut mettre des choses pour se protéger avec un bouclier ou avec une épée, si on continue la métaphore. Et on vous pose cette question-là parce que c'est une des choses qu'on peut faire pour se protéger du traumatisme vicariant, entre autres. Alors, je vois dans le chat les veilleurs, et puis Steve, peut-être que tu pourras nous dire un peu plus, soit dans le chat ou dans la période de questions. Donc, si je comprends bien, les veilleurs, c'est souvent des gens qui vont être désignés pour avoir un œil un petit peu plus sur la santé mentale des collègues, voire même dans certaines organisations, des gens qui seraient à risque, par exemple, de suicide. Euh, une superviseure clinique qui peut nous aider. La cérémonie des ballons noirs, ah, c'est super beau. Vous nous en, vous nous en parlerez par la suite. Puis juste ce qu'on fait là, de les répertorier, de les mettre en valeur, de s'inspirer collectivement, c'est une façon de se protéger. Donc, allez-y, mettez-en dans le chat, puis peut-être qu'on approchera même certains d'entre vous pour être sûr qu'on comprend bien puis qu'on peut s'entraider entre équipes. Je rajoute, moi, je me souviens qu'au tout début de mon parcours professionnel, en fait, un de mes premiers collègues que j'ai eu dans le travail social de rue, la première fois que j'étais confrontée à le décès de quelqu'un qui était très important pour moi, puis j'étais très touchée. Je me souviens d'avoir demandé à ce collègue, mais en fait, qui travaille depuis 20 ans dans la rue, comment tu fais? Comment tu fais pour gérer ça, pour pas être touchée? Et je me souviendrai, je pense, toute la vie du réponse de mon collègue qui disait, mais en fait, moi, le jour que je suis plus touchée, je change de métier. Ben, ça veut dire que je suis plus à ma place. Et je me suis dit, mais c'est ça, c'est aussi, mais du coup, qu'est-ce qu'on en fait, avec ce deuil, avec ces moments, avec ces émotions? Et puis, ouais, je trouve qu'il y a vraiment des jolies choses dans le chat. Donc, merci beaucoup. On aurait peut-être l'occasion d'en reparler plus tard. Puis un des exemples qu'on voulait vous montrer, ben, c'est les outils sur le deuil qui ont été faits à l'AQP Sud par Mélodie que vous voyez intervenir. Donc, et vous allez l'entendre là, à travers les différents segments. Elle a développé des groupes et tout un processus d'animation pour soutenir les personnes qui font face au deuil là, de façon répétée. Et on a mis sur notre site ces outils si jamais vous voulez en savoir plus. Et elle pourra vous expliquer aussi comment avoir accès à ces groupes si c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors, écoutons-la sans plus tarder. C'est comme je connais beaucoup d'organismes communautaires que quand quelqu'un décède, ils célèbrent la vie de cette personne-là. Mais ça fait une grosse différence, tu sais. De faire un souper, de prendre le temps de commémorer la vie de ces gens-là. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de notre monde que quand ils voient ça, ils disent, ah, ben, si jamais je meurs, je vais être commémoré, puis ça veut dire que ma vie, elle compte. Euh, on va passer à ce dernier volet. Le temps, il passe vite hein, quand même. Je me rends compte que je ne sais pas comment, dans la répartition de ce qu'on allait parler, ça revient toujours à moi de faire ce petit drapeau puis dire, attention, il y a le structurel. Et c'est pour dire que Marie-Ève, elle partage cette même vision. C'est justement, on voulait aborder tout ce côté structurel dans le traumatisme vicarien, de justement cette idée de dire, mais en fait, pour qu'on puisse faire émerger la résilience, pour prendre soin de nous dans nos métiers, il y a notre responsabilité collective, mais il y a aussi une responsabilité de par les institutions, de la société dans laquelle on vit. Euh, à côté des personnes qu'on accompagne, on est témoin tout le temps d'inégalités, d'accès aux ressources, de discrimination, de stigmatisation, de violence systémique. Et puis, on peut même être amené
malgré notre bonne volonté, à les perpétuer dans le cadre de notre travail, en fait. Donc, c'est vrai que dans ce contexte-là, on doit vraiment penser à comment est-ce qu'on peut prendre soin de nous dans une vision plus structurelle et systémique. Là, on va écouter encore un petit extrait parce que on a trouvé qu'il exprime, il introduit ce sujet d'une manière absolument magnifique, en fait, pour voir où on est dans quelque chose où il y a des réels enjeux, en fait. Donc, je vous laisse écouter, puis on reviendra après. Je pense que, tu sais, premièrement, il faut parler de ces problèmes-là. Tu sais, des fois, je trouve qu'ils sont un peu mis de côté parce que justement, c'est des personnes qui consomment des drogues, c'est des personnes qui euh, sont en situation d'itinérance, c'est des gens qui sont mis de côté. Puis que on dirait que la société, c'est comme si pour eux, on n'était plus important. Je pense vraiment qu'il faut qu'on parle de ça. Puis s'il y a bien quelque chose qui n'a pas de bon sens, c'est d'être dans une crise des surdoses, crise de deuil et qui est des coupures dans nos organismes communautaires. Tu sais. Moi, j'en reviens pas que Cactus a été coupé. Tu sais, combien de vies qu'il faut que tu sauves pour avoir une subvention, tu sais. Mais il va avoir 3 millions pour du hockey, par exemple. Tu sais, comme je pense vraiment qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils changent. Puis je suis tellement tannée d'entendre comme ces personnes-là, c'est des extrémistes parce que c'est du monde qui sont égalitaires, c'est du monde qui veulent que tout le monde mange, tout le monde boit. Tu sais, comme on est tellement perdu dans le capitalisme, on est tellement perdu dans l'argent, dans le paraître on perd des gens à tous les jours de surdose, puis ça passe même pas dans les médias. C'est comme, pour moi, ça fait aucun sens. Puis parler du deuil, c'est aussi parler des gens qui sont décédés. Je pense qu'il faut parler de ces choses-là. Il faut parler de comment ça se fait qu'on est rendu là, tu sais une crise des surdoses aussi intense que ça? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes dans la rue? Tu sais, il y a une crise des logements. Pourquoi il y a une crise des logements? Ben parce que il y a du monde riche qui les achète tout puis qui veulent faire de l'argent. Tu sais, comme il faut vraiment comme déconstruire des discours qui réduisent les personnes aussi à leur consommation. Tu sais, j'entends beaucoup de choses dans les médias, tu sais, que les gens ils critiquent beaucoup les personnes qui consomment parce qu'ils les voient dans la rue quand ça va pas, par exemple. C'est un des exemples que j'arrive souvent, c'est toi, tu peux vivre ton deuil dans un appartement. Moi, je peux vivre mon deuil dans un appartement. Ben, moi, je me rappelle quand j'étais dans la rue, puis que je recevais un appel ou ben, que quelqu'un me disait Hey, telle personne est morte, ben j'étais la fille qui criait dans la rue, j'étais la fille qui avait pas l'air de bien aller, qui pétait des. Tu sais, comme derrière ces actions-là, il y a quelqu'un, puis on se rend pas là pour rien. Il y a tellement de choses qui sont systémiques. Si tu nais dans une famille pauvre, ça va être vraiment difficile de te rendre à être riche, mettons. T'sais, on n'a pas tout le même paquet de cartes, ça serait vraiment le fun que la société s'en rende compte de ça, puis que les gens soient plus gentils, tout simplement. Ben, merci beaucoup pour ce petit moment. Je suis désolée que ça vous a coupé un petit bout. Parce que c'est très poignant, c'est très puissant, je trouve, ce qu'elle dit. Et ça nous ramène, hein, justement, ben, elle a introduit complètement où on en est dans cette notion de la violence systémique. En fait, on travaille dans un milieu qui est avec des personnes aussi qui sont entourées de ces violences systémiques. Et puis, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on revient tout le temps à cette roue des privilèges, en fait, qu'on réfléchit en fait à comment est-ce que nous aussi, en tant que personnes qui travaillons dans ces domaines, peuvent développer des compétences systémiques, en fait, puis c'est aussi une manière d'agir et c'est une manière de se protéger aussi, de s'épuiser, en fait, de perdre l'espoir complètement dans des situations qui sont extrêmement difficiles et qui sont lourds de privilèges et d'oppression. Euh, Quand on parle de développer ces compétences systémiques, on donne quand même quelques clés hein, qui font du bien pour l'intervention, mais qui font du bien aussi pour rester debout dans nos métiers. En fait, c'est déjà de
prendre conscience de ces barrières, de ces obstacles, de ces différentes choses qui empêchent en fait les personnes d'accéder à nos services ou d'y profiter pleinement, c'est pouvoir en discuter, pouvoir agir, essayer de mettre en place des choses qui adaptent en fait nos services. Euh, Qu'on travaille toujours, on essaie au maximum d'être dans un environnement où il n'y a pas de culpabilisation, où on enlève au maximum ces éléments de stigmatisation, de jugement envers les personnes. Qu'on peut aussi mettre l'emphase, puis travailler aussi avec les ressources systémiques. Alors, c'est sûr qu'on a aussi plein de limites systémiques, on a des ressources aussi. Donc, ne pas oublier qu'on utilise ces ressources, qu'on adopte cette approche qui est basée dans les forces, dans les capacités des personnes. Ça veut dire que le systémique, c'est pas que négatif, en fait, aussi. Euh, une des choses qui m'a beaucoup parlé quand j'ai lu autour de cette notion de compétence systémique et comment il peut nous protéger aussi de la détresse morale, ou en tout cas contribuer à nous protéger des traumatismes vicariens, c'est de pouvoir aussi faire preuve d'autocompassion envers nous-mêmes, qu'on peut pas tout changer, en fait, de valoriser les choses qu'on arrive à changer, mais accepter aussi que moi, en tant qu'une seule individu, je ne peux pas enlever tous les problèmes systémiques et structurels qu'il y a. Ça veut pas dire que je baisse les bras. Pour autant. Ça veut pas dire que j'arrête de dire d'être allié, d'être solidaire et puis d'essayer de travailler vers une meilleure condition. Mais il faut aussi avoir de la compassion envers nous-mêmes dans ces situations-là. Et donc, ça revient encore une fois à ces questions d'autocompassion et de compréhension et de compassion aussi envers les personnes qu'on accompagne. Et c'est des facteurs qui protègent aussi. Mais pour moi, une des façons d'actualiser la compétence systémique, ou en tout cas de lutter contre ces inégalités-là, c'est de focuser sur les barrières à l'accès et à la rétention dans mon équipe, mon organisation, mon service. C'est des choses sur lesquelles on peut avoir du contrôle, puis des fois, ça peut être des très petites choses, comme le fait, par exemple, de ne pas pouvoir amener son chien dans la clinique, qui fait qu'on ne voit pas certaines personnes. Exemple. Euh, mais je veux quand même vous montrer aussi, encore une fois, là, donc, ça sera mon tour maintenant de parler des choses systémiques, Sarah, pour te rassurer. C'est bien. Comment on, souvent, on va mettre ces barrières-là sur le dos de l'individu. L'individu, vous le savez peut-être maintenant, je suis allergique à la phrase la personne n'est pas assez motivée. Euh, on change le locus de l'individu pour le mettre sur nous, comme intervenant, comme équipe, comme organisation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour abaisser les barrières qui font en sorte que cette personne-là a de la difficulté à venir jusqu'à nous? Et pour moi, c'est ça la déclinaison opérationnelle de la compétence systémique. Avec toutes les bémols que Sarah a dit, on ne peut pas tout changer, il y a des choses qui ne sont pas dans nos mains, mais il y a quand même des choses qui le sont. Est-ce que on fait juste des choses sur rendez-vous? Est-ce que les chiens sont bienvenus? Est-ce que la personne peut venir accompagner? Est-ce qu'elle peut venir? C'est le podcast d'assurance maladie. Tu sais, vous voyez la multitude de barrières, en tout cas le réseau de la santé en a plein, les services sociaux, il y en a moins dans le communautaire, thanks God, mais il y en a quand même. Et donc, cette posture-là de réflexion me semble très, très utile. Et on voulait juste vous montrer qu'on a dédié un projet complet à ça, avec une démarche, avec des questions pour vous. Donc, si vous avez envie de faire cette réflexion-là, quand on le fait dans une perspective un peu plus opioïde, mais vous allez voir que, évidemment, tout ce qui est dit là-dedans, c'est des barrières en général, elles sont valides pour l'ensemble des personnes dont on parle aujourd'hui. On vous rappelle aussi qu'au niveau de la structure, parce on est monté là en ce moment au niveau un peu plus organisationnel, systémique, sociétal, on a un webinaire complet qui est en ligne si vous voulez réfléchir à comment votre organisation peut développer de plus en plus des approches sensibles au traumatisme. Et à cet égard-là, à la prochaine diapo, ben, on voit quelques grands aspects de comment une organisation peut tenter d'être ATTV friendly en bon français. Et pour aller vite, vite là-dessus, comme je vous disais, le reste est dans le webinaire numéro 3. La première chose, c'est de faire la réflexion, est-ce qu'on a déjà des choses en place? De les répertorier, un peu ce qu'on est en train de faire, même dans le chat. Je trouve ça intéressant de voir à quel point
on ne connaît pas les choses qui existent. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est pas parce qu'elles existent qu'on y a accès. Donc, à quel point les employés y ont accès? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est les bons créneaux horaires? Est-ce que c'est payant, etc., etc. La deuxième chose, plusieurs d'entre vous l'avez nommé aussi dans les mesures protectrices, c'est la supervision clinique, ou en tout cas des moments où on peut arrêter d'être dans l'action, se poser et réfléchir, voir où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui est en train de se passer. Les formations, évidemment, on espère que des formations comme celle-ci pourront contribuer à ça et diverses formations de pleine conscience, autocompassion, etc., etc., pour nous soutenir à rester, pour que l'organisation fasse le statement de soutenir ses employés et de dire à ses employés que leur bien-être est important. Le debriefing, on en a très peu parlé, mais de l'importance quand il y a des situations traumatiques. Encore faut-il s'entendre sur qu'est-ce qu'une situation traumatique, mais typiquement, les agressions, les décès, des gros événements, de ne pas les laisser passer sans avoir des moments pour les métaboliser, en parler, y revenir. Et tout ce qui est des politiques et des procédures institutionnelles, et ce qui est intéressant aussi dans la littérature, c'est de voir que là-dedans vient aussi les primes et la reconnaissance financière du fait que le travail auprès de ces personnes-là est très lourd et complexe et c'est souvent les emplois qui sont les moins payés. C'est les clientèles les plus complexes, avec le plus de risques psychiques et c'est souvent les endroits les moins payés. Malheureusement, je vous apprends rien en ce moment. L'autre chose qui revient souvent quand on lit les guides à TTV autour de ces questions de comment lutter contre le traumatisme vicariant, c'est les vacances aussi, les vacances, les pauses. En fait, c'est aussi quelque chose qu'on voit qui sont des choses au niveau politique, procédure, mais que ça peut faire une immense différence sur la qualité, en fait, des personnes, de leur bien-être, en fait, des personnes qui travaillent. Ou le fait de travailler 4 jours semaine, des choses comme ça. Donc, Ouais. effectivement. On vous Alors, apprend rien, oui, c'est mais ça. c'est important de le dire parce que si on arrête de dire que nos institutions, nos organismes, nos politiques, nos structures ont une responsabilité aussi dans la protection des employés contre les traumatismes vicariens, ben, on baisse les bras complètement. Oui. Donc, alors on sait que c'est des fois des choses qu'on a moins de prise là-dessus, mais c'est important de toujours se rappeler que on a des marges de manœuvre, on a des choses à mettre en place à tous les niveaux pour développer de la résilience dans le personnel. Et donc, on voulait laisser le mot de la fin à notre super collègue et dans les minutes qui restent, on pourra prendre vos questions et commentaires après que Mélodie nous ait fait le petit mot. Je pense que si quelque chose que je peux ressortir de tout ça, c'est que nos actions comptent tellement, tu sais, quand on travaille avec ces personnes-là, quand on travaille avec des personnes qui sont marginalisées toute leur vie, euh, dans toutes les actions qu'ils font, c'est juste d'être humain avec ces personnes-là, d'être empathique avec ces personnes-là. Donc, pour contrer l'impuissance quand même dans tout ça, parce que c'est un petit peu ce qui est en filigrane, on vit quand même beaucoup d'impuissance, comme les personnes qu'on accompagne aussi. On vous laisse vous mettre ce petit mot-là de Mélo qui nous rappelle que toutes les petites actions comptent et vous mettre, si vous souhaitez la lire, la légende du colibri qui nous a été citée par Pierre, une personne avec savoir expérientiel lors d'une de nos journées à l'Escodie et qu'on trouvait qui était exactement ce qu'on voulait vous dire et ce que Mélo venait de vous dire.